Au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin qui présente aujourd'hui Jorge Samprun. Des extraits du livre Le Grand Voyage de Jorge Samprun seront interprétés par Michel Bouquet et l'auteur. Chef opérateur du son Roger Jeanbrun, collaboration technique Jean-Marcel Laurence, assistante Ève Augustin Enrault. Au cours de ces instants que nous allons passer avec Jorge Samprun, nous entendrons parler d'un voyage où l'homme ne paraît pas avancer. Ce sont les paysages qui défilent, les situations qui changent, et l'homme reste au même point, devant un but qui garde toujours sa distance. Jorge Samprun, pour nous permettre de nous mêler à ces contradictions que présente la vie, voulez-vous d'abord nous parler de votre enfance? Mon enfance, c'est très facile d'en parler d'une certaine façon et très difficile d'une autre. Je crois en effet que ça compte. C'est une enfance heureuse, comme on dit, en Espagne, et dans une famille où il n'y avait pas de problème matériel, un père universitaire, professeur, à Madrid, et en même temps une enfance où, pratiquement dès l'âge de raison, il y a des interférences, disons, de l'histoire, des événements politiques. Tout de suite, je vois mélanger à un jour, on n'a pas été en classe, les images du 14 avril 31, c'est-à-dire la proclamation de la République espagnole. J'avais 7 ans et demi, 8 ans. C'est un souvenir qui n'est pas seulement un souvenir d'images, de foule dans la rue, de chansons. Comme vous le savez, la République espagnole est arrivée d'une façon tout à fait pacifique, normale, après des élections municipales. Mais un de mes oncles faisait partie du comité révolutionnaire républicain qui est devenu après le gouvernement provisoire, le premier gouvernement de la République espagnole. Donc la maison était un centre, si l'on peut dire, de conspiration républicaine. Alors mes souvenirs d'enfance se mélangent à ça, des entrées et sorties, des allées et venues nocturnes, des conciliabules, etc. Mon père était très engagé politiquement du côté républicain. À ce moment-là, la division de l'Espagne était très simple, c'était monarchiste et républicain. Et il a été un des premiers, ce qu'on appelle en Espagne gouverneur civil, c'est-à-dire préfet de la République dans une province espagnole. Donc, oui, il y avait déjà toute une série d'idées, de notions, de sentiments qui se mélangeaient à mon enfance. Et quelle était l'importance de la religion dans votre famille? Mon père était un catholique très pratiquant, il l'est toujours, mais il faisait partie d'un groupe d'intellectuels catholiques qui était à cette époque-là en Espagne une exception. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui des catholiques de gauche ou des catholiques progressistes, qui avaient fondé une revue qui avait un certain succès, une certaine influence, avec des gens comme Bergamine, qui maintenant est exilé en France. Oui, le problème religieux a existé pour moi dès mon enfance, mais déjà sous cet angle, c'est-à-dire un catholicisme qui n'était pas, disons, celui de la bonne société espagnole ou celui de la majorité de la société dans laquelle nous vivions et à laquelle, d'une certaine façon, nous appartenions. Déjà un catholicisme avec des pointes critiques, des visions des choses qui n'étaient pas exactement celles de la majorité des catholiques de cette époque-là. Je dois dire que, pour moi, il n'y a pas eu de ce qu'on appelle de crise religieuse ou de problème religieux, comme il y en a souvent au cours de l'enfance. Il n'y a pas eu. Un beau jour, j'ai passé d'un univers de foi, disons, à un univers absolument dépourvu de ces problèmes, sans crise, sans brutalité, sans rupture. Peut-être parce que ça s'est passé d'une façon très normale au cours de la guerre civile, au cours des expériences enfantines de cette époque, mais je n'ai absolument pas le souvenir d'un déchirement, d'un drame, d'une perte de quoi que ce soit. Et est-ce que cette période d'enfance, vous aviez déjà eu un petit peu notion du régime social espagnol? Oui. Oui, parce que nous partions souvent faire de très longues promenades avec mon père, aux environs de Madrid. Et bien entendu, je vous parle de 1931. Les choses ont changé. Mais Madrid était entouré à ce moment-là de toute une ceinture de quartiers populaires, de quartiers ouvriers, où vraiment, au bout du trajet du tram, on changeait de milieu, on changeait de classe, on entrait dans une autre société.
Vraiment, la coupure était tellement nette, tellement brutale, qu'il n'y avait pas moyen d'éviter d'y réfléchir, ou tout au moins d'être impressionné par cela. Tous ces quartiers qui s'appellent Cuatro Caminos, Tetuán, Vallecas, et qui étaient vraiment des quartiers misérables, où il était impossible de ne pas voir les réalités sociales de l'époque, très clairement. Au cours de cette période, qui a très vite débouché sur la guerre civile, à travers des expériences de violence comme toutes les grèves, l'époque de la révolution des Asturies, de 1934, etc. Peu à peu s'est formée cette espèce d'idée, on peut appeler ça une idée, qu'il fallait être du côté des pauvres. C'est une idée très élémentaire, très primitive, très banale et très sentimentale. L'éducation que mon père m'a donnée m'a poussé dans cette voie d'une façon très évidente. Il fallait être du côté des pauvres. Et ça a débouché sur des options et des engagements beaucoup plus tardifs, mais qui étaient quand même, à la base, il fallait être avec les paysans du Pays Basque qui, en juillet 1936, ont pris les armes pour se défendre contre un soulèvement militaire. Il fallait être du côté des femmes qui étaient dans les villages bombardés. Il fallait être du côté des gens qui fuyaient l'arrivée des armées franquistes. Ce sentiment-là a très vite joué un rôle dans mon enfance. Est-ce que vous vous rappelez la façon dont la guerre civile a éclaté? Moi, je m'en rappelle très bien, parce qu'elle a éclaté au mois de juillet, c'est-à-dire en période de vacances pour une famille comme la mienne. Et nous étions justement en train de parcourir l'Espagne de Madrid vers le nord, vers le Pays Basque, où nous passions nos vacances d'été. Et on s'est arrêté pour déjeuner dans une ville de province espagnole, déjà dans le Pays Basque, qui s'appelle Vitoria. Et mon père a remarqué une agitation, une animation particulière dans cette ville, qui est une ville de garnison, qu'il est toujours, avec des allées et venues d'officiers, des voitures militaires qui passaient à droite et à gauche. Il en a été préoccupé, inquiet. Nous sommes arrivés le soir dans le village basque où nous passions nos vacances, et le lendemain, toutes les radios ont annoncé le soulèvement militaire qui a commencé au Maroc, mais qui très vite s'est étendu aux garnisons principales de l'Espagne, et en particulier à celle de Vitoria, dont est partie la poussée franquiste vers le Pays Basque et vers le centre de l'Espagne. Vous ne vous y attendiez pas un petit peu? Si, aussi, on s'y attendait pratiquement depuis la victoire électorale du Front populaire. Il était vraisemblable, évident. Enfin, la discussion sur la guerre civile était une discussion quotidienne. On ne parlait que de cela dans les cercles d'amis de mon père, dans les conversations que j'entendais à la maison, derrière les portes, comme on entend les conversations quand on est enfant. Il y avait tout le temps cette obsession, cette préoccupation, cette crainte de la guerre civile, de la possibilité d'un soulèvement militaire contre le régime issu de la victoire électorale du Front populaire en février 1936. Quel âge aviez-vous au moment de la guerre civile? J'avais 12 ans et demi quand elle a commencé, un peu moins de 16 ans quand elle a fini, et je n'ai pas du tout participé d'une façon active, mais j'ai vu des choses. Et mon père a pris parti pour le gouvernement républicain, et donc d'une certaine façon j'ai participé à travers son expérience et son activité, et à travers l'expérience de tout enfant espagnol, c'est-à-dire les bombardements, les allées et venues, l'exode, les déplacements dans le pays, parce que nous étions dans le nord de l'Espagne, qui peu à peu a rétréci sous la poussée des armées franquistes. Et alors il a fallu quitter ce nord de l'Espagne, revenir dans le centre de l'Espagne, qui était fidèle au gouvernement républicain, et puis repartir pour l'étranger, poursuivre mon père qui avait une mission diplomatique de la République. Quelles étaient les réactions de ces populations pauvres avec qui vous étiez en contact devant justement ces menaces militaires, ces menaces impressionnantes? De la réaction, je crois qu'elle a été très claire, très évidente au cours de ce mois de juillet, c'est-à-dire que vraiment il y a eu contre ce soulèvement militaire, il y a eu un véritable soulèvement populaire dans la plupart des régions de l'Espagne, dans la mesure où le gouvernement républicain de l'époque a donné les armes à ces milices créées par les syndicats et les partis, s'est créé une nouvelle force face à l'armée, mais vraiment la spontanéité de la réaction a été très sensible, très facile à suivre, très perceptible. C'est peut-être une suite, une série d'images qui resteront pour toujours en moi, cette spontanéité de la révolte populaire contre le soulèvement de l'armée franquiste. Quel était le recrutement de cette armée franquiste? C'était vraiment l'armée régulière qui s'est presque dans son ensemble soulevée contre la République. Je ne préjuge pas des sentiments des soldats et d'une partie de cette armée, mais la discipline y aidant, c'est pratiquement dans son ensemble, sauf un certain nombre évidemment d'officiers qui sont restés fidèles, de cadres qui sont restés fidèles, mais pratiquement toutes les villes de garnison se sont soulevées contre la République, et dans les principales villes, ce soulèvement a été étouffé par le contre-soulèvement populaire,
Mais c'est pratiquement l'armée régulière qui a formé le cadre de l'armée franquiste jusqu'à l'intervention italienne et allemande. Mais est-ce qu'un paysan ou un ouvrier pouvait devenir officier espagnol? Non, l'armée espagnole était une armée de caste. Il n'y avait aucune chance pour un paysan, un ouvrier, de devenir un officier, même un officier, disons, de grade inférieur ou subalterne à cette armée régulière espagnole. Aucune chance. Ce qui fait que le sens de cette guerre était très net. Le sens de cette guerre me paraît d'une évidence aveuglante. C'était vraiment, comme l'a dit je ne sais qui une fois, c'était vraiment une guerre des pauvres contre les riches. Est-ce que vous croyez qu'on pouvait déjà sentir à cette époque-là que c'était le début d'autres guerres? À cette époque-là, non. Nous avons vécu cette époque comme l'expression la plus brutale, la plus évidente d'une certaine montée du danger fasciste en Europe, surtout à partir du foyer allemand et italien. Nous n'avons pas pensé à la possibilité d'une extension de la guerre à cette époque-là. Vous et votre famille, vous avez particulièrement souffert de cette guerre? Toutes les familles espagnoles ont été déchirées par la guerre. Il y a eu des frères d'un côté et de l'autre. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse trouver une seule famille espagnole qui, si elle répond honnêtement à cette question, puisse affirmer qu'elle n'a pas souffert de cette guerre d'une façon sanglante ou d'une façon morale. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y avait plus de brutalité dans un sens que dans un autre? Je crois que la guerre civile espagnole s'est caractérisée par une extrême violence. Je crois que toutes les guerres civiles se caractérisent par cela, mais enfin la guerre civile espagnole particulièrement peut-être. Cela me semble tellement facile à expliquer, tellement évident. Dans la mesure où un peuple se trouve brusquement en face de toutes les institutions qui devraient le servir, soulever contre la volonté exprimée dans les élections, toutes les rancunes, toutes les haines, toutes les rivalités, tous les affrontements objectifs sociaux de classe sont éclatés à la mesure de cette guerre. Y compris, bien entendu, le sentiment anticlérical et antireligieux, étant donné la position que l'Église espagnole a prise dans son ensemble en faveur de ce qui a été caractérisé comme une croisade, c'est-à-dire en faveur de la révolte franquiste. Mais je crois qu'on peut se le dire très honnêtement, que d'abord il y a une différence très évidente entre la violence populaire, la riposte violente populaire avec les excès qu'elle a comportés dans certains endroits et dans certaines régions plus que dans d'autres, et la violence froide, organisée, systématique, pour réprimer, pour asservir, réprimer un peuple. Il y a une différence de qualité déjà entre les deux violences. Et de toute façon, même les historiens les moins partisans de la République espagnole, tout au moins les plus objectifs, par exemple comme cet historien anglais qui est Hugh Thomas et qui a fait une histoire de la guerre civile espagnole, qui analyse avec une objectivité très britannique, presque comme s'il s'agissait d'une guerre chez des peuples de l'Afrique équatoriale, avec une grande froideur. L'universitaire britannique arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les chiffres provoqués par la répression organisée qui a pris plus tard une forme de répression d'État et les excès et les violences et les meurtres commis par le peuple en se défendant contre ce soulèvement. Quels étaient les écrivains ou les artistes que vous avez pu rencontrer pendant cette période de guerre civile, en dehors de Bergamine dont vous avez parlé? Eh bien, j'ai connu des écrivains qui étaient des amis de mon père, dont j'entendais parler, que j'ai vu des écrivains comme Lorca, par exemple, qui venaient parfois à la maison ou qu'il fréquentait dans les cafés. Des écrivains comme Raphaël Alberti, un poète aussi, qui vit en exil maintenant en Italie, et qui est peut-être le plus grand poète révolutionnaire, et peut-être, sans plus, le plus grand poète de l'Espagne, du XXe siècle espagnol. Et quelle impression vous faisaient ces hommes-là? Vous savez, ce sont des impressions enfantines. C'était un peu, comment dirais-je, assister à la personnification d'une légende. C'était des gens connus, des gens qui jouaient un rôle non seulement littéraire, mais aussi social et politique en Espagne. C'était une impression de ce genre-là que je ressentais. Qu'est-ce que vous avez pensé des éléments étrangers qui venaient combattre à côté des républicains? Là aussi, il faudrait faire une différence qualitative entre l'apport étranger du côté républicain et l'apport étranger du côté franquiste, bien entendu. Parce que du côté franquiste, ça a été une aide prêtée par deux États, l'Italie et l'Allemagne de l'époque. Et c'est une aide qui s'est traduite par l'envoi de forces régulières, les Italiens y envoyant des divisions entières tout équipées et de l'aviation, et les Allemands envoyant surtout des techniciens
des régiments blindés et de l'aviation. En quelque sorte, ces deux armées, l'italienne et l'allemande, ont fait un peu de la guerre d'Espagne une espèce de banc d'essai de tout leur matériel nouveau. Et l'apport du côté républicain qui était qualitativement différent, c'est-à-dire c'est des dizaines de milliers de volontaires. Évidemment, parmi eux, des gens avec une expérience militaire, c'est évident. Mais des gens qui venaient de la vie civile volontairement pour participer. Mais qui ont quand même constitué, à l'époque la plus difficile de la guerre pour la République, c'est-à-dire l'époque de la fin de la première année de la guerre, la fin 36, l'époque du siège de Madrid, qui ont quand même constitué les unités, les brigades, puisque c'était le terme employé, les brigades sûrement les plus solides militairement, et qui ont permis de constituer autour d'elles les nouvelles unités de l'armée républicaine. Ceci sans compter l'effet moral que produit dans un peuple l'arrivée de dizaines de milliers de volontaires venus de tous les pays du monde, y compris en nombre réduit des pays aussi lointains que les États-Unis d'Amérique, que des pays asiatiques, pour se battre à côté de lui. Et pourquoi les pays d'où venaient ces volontaires n'avaient-ils pas une participation plus grande à cette guerre? Les arguments en faveur de la non-intervention étaient très clairs. Il fallait éviter l'extension du conflit. Pour l'éviter, il fallait donc limiter les interventions dans ce pays. Mais cette non-intervention a été absolument unilatérale. Elle n'a absolument jamais empêché l'intervention italienne et allemande. Elle a empêché le gouvernement républicain d'acheter du matériel de guerre, sauf dans certains pays comme le Mexique et l'Union soviétique, et à certaines époques la France elle-même. Mais il est évident que ça a changé, et tout au moins ça a eu une influence peut-être décisive sur le cours de la guerre. Est-ce que vous étiez à Madrid vous-même lors de la prise de Madrid? Non. La prise de Madrid par l'armée franquiste a eu lieu en 1939. À cette époque-là, nous étions déjà à l'étranger parce que mon père avait reçu une mission diplomatique. Nous avons vécu la fin de la guerre civile à l'étranger. Où étiez-vous à ce moment-là? Mon père était chargé d'affaires de la République en Hollande, c'est-à-dire donc d'un pays calme et civilisé que nous avons vécu les derniers mois, sûrement les plus terribles de la guerre civile. Et quand êtes-vous arrivé en France? En 1939. Je suis arrivé en France, mon père m'a inscrit comme interne au lycée Henri IV et j'ai appris le français. Et 39, ma foi, était une année qui, elle aussi, était prédestinée. 39 était une année prédestinée, oui. Ça m'est arrivé en février 39 et en septembre, nous entrons dans une autre guerre. Et qu'en pensiez-vous à ce moment-là de cette autre guerre? Eh bien, cette autre guerre, pour vous dire très franchement les choses, à cette époque-là, j'avais déjà 16 ans et ne m'intéressait pas beaucoup. C'est-à-dire que il me semblait difficile de m'intéresser à une guerre pour la démocratie après avoir vécu la défaite de la démocratie espagnole, en partie à cause de ceux qui maintenant se battaient pour la démocratie contre l'hitlérisme. Ces sentiments, je vous l'ai dit comme ça un peu brutalement, ont duré un certain nombre de semaines ou de mois. Ils ont changé par la suite, mais au départ, je ne me sentais pas belligérant dans cette guerre-là. Pour l'Espagne, en effet, Munich a été la signature de l'arrêt de mort, enfin la confirmation de l'arrêt de mort de la République espagnole. C'est signé, c'est fait à Munich, ça c'est évident. Et puis alors, il y a donc eu la guerre, et comment s'est-elle passée pour vous? Vous êtes resté en France? Oui, je n'ai plus quitté la France depuis lors, pendant cette époque-là. Elle se passait d'une façon, au début, normale, des études de baccalauréat, et puis l'université d'une façon normale, sans rien de particulier à rapporter. Et puis, ma foi, à partir de 1941, une certaine participation à la résistance étudiante, au mouvement étudiant de résistance, et ensuite une participation à la résistance française. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé à ce moment-là que justement la guerre prenait un autre sens. Le contact avec la réalité de la France de 40 et l'exode a été pour moi la reprise de contact avec une réalité vécue quelques années auparavant en Espagne. C'était le même peuple devant les mêmes ennemis, et donc une même cause à défendre. Quand vous étiez au lycée, est-ce que pour vous la question juive est apparue d'une façon quelconque? Je n'avais jamais réfléchi à ces questions-là jusqu'à l'âge de 16 ans. Je ne m'étais jamais posé le problème de la différence qu'il pourrait y avoir entre certaines personnes qui étaient juives et moi-même ou mes autres camarades du lycée. Elle est apparue très brutalement là, à partir du jour où le port de l'étoile jaune est devenu obligatoire en France. Et je pense que nous avons eu à cette époque-là, d'une façon très généralisée, parmi les étudiants et les élèves de lycée des classes terminales Henri IV et comme dans les autres lycées, une réaction assez généralisée de refuser
ségrégation. Et de là, toute une série de manifestations qui ont eu lieu à cette époque-là au quartier latin, dans le port massif de l'Étoile jaune, sur le boulevard Saint-Michel, a été l'une des manifestations les plus connues, les plus évidentes. Il y en avait eu d'autres. Est-ce que les difficultés juives en face du régime fasciste vous ont paru semblables à celles de tous les autres peuples? Non, absolument pas. On ne peut absolument pas comparer ce qui s'est passé avec les Juifs dans tous les cas de l'occupation et dans toutes les circonstances de la vie à ce moment-là, avec ce qui s'est passé avec nous. Même dans la vie des camps, même dans les transports vers les camps, les conditions pour les Juifs étaient particulières, étaient les plus difficiles, là où la possibilité de survie à cause de l'insertion dans le système de travail concentrationnaire était le plus faible. Vraiment, je ne crois pas du tout qu'on puisse assimiler la situation faite aux Juifs dans la déportation et dans l'occupation à celle du reste de la population. Et c'est en défendant ces causes que vous avez été arrêté par la Gestapo? Quand j'ai été arrêté, j'avais 20 ans. À l'époque où les Allemands ne fusillaient plus automatiquement tous les résistants arrêtés, mais étant donné l'extension de la guerre et le besoin de main-d'œuvre, enfin, disons la masse anonyme des résistants a été envoyée en déportation pour travailler pour la machine de guerre allemande. N'avez-vous jamais eu l'impression, devant les nazis, d'être en face d'une sorte de destin contre lequel on ne pouvait pas se battre? Non, je n'ai jamais eu ce sentiment. Cette force a toujours montré en même temps un certain nombre de fragilités, d'impossibilités, de limites qu'il ne pouvait pas dépasser. Et quand on fait l'expérience des prisons et des camps et qu'on voit que même dans ces circonstances-là, on peut continuer à se battre, on voit les limites de cette force en même temps. Vous avez été dans quel camp vous-même? Au camp de Buchenwald. Vous savez que les Allemands avaient une hiérarchie très bien établie, avec un sens de l'organisation qui les caractérise, une bureaucratie très précise. Il y avait des camps d'extermination, c'est-à-dire des camps où les chambres à gaz existaient et fonctionnaient jour et nuit. C'était surtout des camps de Pologne, des camps qui avaient été à l'origine créés pour exterminer le peuple juif, mais qui ensuite ont aussi contribué à exterminer des dizaines ou des centaines de milliers de résistants ou de déportés politiques d'autres nationalités. Et puis il y avait les camps de travail. Buchenwald était un camp de travail, c'est-à-dire qu'il était entouré d'une ceinture d'usines, d'armement, d'optique, enfin toute une série d'usines. Ce camp était, le hasard l'a voulu ainsi, c'est-à-dire le hasard a voulu que j'y aille, était un camp où les internés politiques allemands avaient été concentrés dès le début. Je crois que, je ne me trompe pas, le camp date de l'année 37. C'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage écrasant d'Allemands politiques parmi les cadres intérieurs du camp, puisque, comme dans toutes les administrations du monde, c'était les détenus eux-mêmes qui faisaient en quelque sorte l'administration interne du camp. Dans les autres camps, c'était des droits communs qui faisaient la loi. Ça facilitait l'intégration des déportés des autres nations, à commencer par la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour finir avec les nations occidentales, la France, la Belgique, etc. Faciliter l'intégration des mouvements de résistance et des responsables de ces mouvements dans un très grand et très puissant appareil clandestin qui, en fait, gouvernait le camp dans les limites de l'enceinte électrifiée et sous la surveillance extérieure des SS. Voulez-vous maintenant nous parler non pas de ces camps et de la vie que vous y avez menée, mais de l'influence de cette vie sur vous-même en nous parlant de votre livre « Le Grand Voyage ». Quand avez-vous écrit ce livre? J'ai essayé de l'écrire dès mon retour en 1945. Et je l'ai écrit d'ailleurs. Mais c'était absolument inutilisable, ce n'était pas bon. Et je pensais que peut-être il fallait laisser passer un certain nombre d'années avant de pouvoir écrire sur ça d'une façon qui me semble satisfaisante. Et en effet, il s'est passé 17 ans. J'ai voulu raconter une histoire le plus simplement possible. Et il m'a semblé que le raconter simplement, c'est de le raconter avec cette interférence des temps, de la mémoire, du passé et de l'avenir, qui me semble une des données les plus évidentes de la vie. Je trouve beaucoup plus artificiel de raconter une histoire de façon linéaire que de la raconter comme ça. J'ai l'impression que dans la vie, on se trouve toujours au milieu d'une histoire, sans savoir pourquoi, brusquement, quelque chose qui était votre vie est devenu une histoire, une série d'événements qui prennent un sens. Mais ce n'est jamais au début de cette histoire qu'on en prend conscience. Il y a toujours un moment où on en prend conscience. C'est une histoire qui peut être une histoire tout à fait privée, qui peut être une histoire d'amour, qui peut être une histoire absolument banale, mais ça devient une histoire. Il y a toujours un passé dans cette histoire, il y a toujours une certaine projection vers un avenir dans cette histoire. Alors,
La racontant 17 ans après, ça m'a semblé que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus près de la réalité, de mélanger le passé du personnage principal ou du narrateur avec ce qu'il était devenu ensuite. Tout cela lié à cette suite de moments au cours du voyage lui-même, où forcément, enfermé dans un wagon pendant 5 ou 6 jours, on n'a que ça à faire, se rappeler le passé, imaginer l'avenir et essayer de tenir dans le présent de la façon la plus correcte possible. Le temps n'est jamais le présent, je dis tout seul, c'est toujours ouvert et fermé vers l'avenir et vers le passé. Enfin, je dois dire que je ne me suis jamais posé un problème, disons, technique, d'écriture avant d'écrire. C'est d'une façon très spontanée, en écrivant, que c'est venu comme ça. Le fait que vous en avez fait justement quelque chose qui n'est pas précis dans le temps, lui a donné une dimension un peu particulière. Je crois que c'était plus facile pour moi parce que je l'ai écrit 17 ans après. Bien sûr que ce livre, parce que c'était pratiquement le même livre, mais tout à fait différent, mais le même, c'est-à-dire ce n'était pas construit autour du voyage, etc. Mais ce livre sur cette expérience, écrit en 1945, avait un certain nombre d'exigences que le temps avait décanté peu à peu. Par exemple, écrivant 17 ans après, je n'avais absolument pas besoin de longuement raconter des choses qui étaient déjà passées dans la conscience d'une, je ne dirais pas de la majorité de lecteurs adultes français qui s'intéressent à ces questions, mais quand même d'une importante minorité. C'est-à-dire, je n'avais pas besoin de décrire l'horreur, de décrire la fin. C'est des choses qui étaient déjà passées dans une certaine sensibilité. Donc, une allusion y suffit largement. Et voulez-vous que parmi ces allusions faites et d'autres passages de votre livre Le Grand Voyage, nous choisissions quelques extraits? Dans le train de déportés qui roule vers Buchenwald, les souvenirs d'idées et d'images se succèdent, deviennent visibles puis disparaissent, remplacés par d'autres. Il y a le wagon, avec le narrateur et son compagnon, le gars de Semur et le vieillard qui s'étonne de mourir, et puis il y a les souvenirs d'avant et d'après le voyage. Cet air d'accordéon joué par un Russe dans cette baraque d'en face, car seul un Russe peut tirer d'un accordéon cette musique fragile et puissante, ce frémissement des bouleaux dans le vent et des blés sur la plaine sans fin. Cet air d'accordéon, c'était le lien avec ma vie de ces 2 dernières années. C'était comme un adieu à cette vie, comme un adieu à tous les copains qui étaient morts au cours de cette vie-là. Je me suis arrêté sur la grande place d'Appel déserte. Il y avait le vent dans les hêtres et le soleil d'avril au-dessus du vent et des hêtres. Il y avait aussi, à droite, le bâtiment trapu du crématoire. À gauche, il y avait aussi le manège où l'on exécutait les officiers, les commissaires et les communistes de l'armée rouge. Hier, 12 avril, j'avais visité le manège. C'était un manège comme n'importe quel manège. Les officiers SS y venaient faire du cheval. Ces dames des officiers SS y venaient faire du cheval. Mais il y avait, dans le bâtiment des vestiaires, une salle de douche spéciale. On y introduisait l'officier soviétique. On lui donnait un morceau de savon et une serviette éponge, et l'officier soviétique attendait que l'eau jaillisse de la douche. Mais l'eau ne jaillissait pas. À travers une meurtrière dissimulée dans un coin, un SS envoyait une balle dans la tête de l'officier soviétique. Le SS était dans la pièce voisine. Il visait posément la tête de l'officier soviétique et lui envoyait une balle dans la tête. On enlevait le cadavre, on ramassait le savon et la serviette éponge, et on faisait couler l'eau de la douche pour effacer les traces de sang. Quand vous aurez compris ce simulacre de la douche et du morceau de savon, vous comprendrez la mentalité SS. Il avait dit, vous vous rendez compte? Et il était mort. De quoi voulait-il qu'on se rende compte? Il aurait eu du mal à préciser, certainement. Il voulait dire, vous vous rendez compte quelle vie cette vie? Vous vous rendez compte quel monde ce monde? Mais oui, je me rends compte. Je ne fais que ça, me rendre compte et en rendre compte. C'est bien ce que je souhaite. J'ai souvent rencontré au cours de ces années ce même regard d'étonnement absolu qu'a eu ce vieillard qui allait mourir juste avant de mourir. J'avoue d'ailleurs n'avoir jamais bien compris pourquoi tant de types s'étonnaient tellement. Peut-être parce que j'ai une plus longue habitude de la mort sur les routes. Des foules en marche sur les routes avec la mort aux trousses. Peut-être que je n'arrive pas à m'étonner parce que je ne vois que ça depuis juillet 1936. Ils m'énervent souvent, tous ces étonnés. Ils reviennent de l'interrogatoire, éberlués. Vous vous rendez compte? Ils m'ont tabassé. Mais que voulez-vous qu'ils fassent, nom de Dieu? Vous ne saviez non pas que ce sont des nazis?
il hochait la tête. Il ne savait pas très bien ce qui leur arrivait. Mais, bon Dieu, vous ne saviez pas à qui nous avons affaire? Il m'énerve souvent, ces éberlués. Peut-être parce que j'ai vu des avions de chasse italiens et allemands survoler les routes à basse altitude et mitrailler la foule bien tranquillement sur les routes de mon pays. À moi cette charrette avec la femme en noir et le bébé qui pleure. À moi ce bourricot et la grand-mère sur le bourricot. À toi cette fiancée de neige et le feu qui marche comme une princesse sur la route brûlante. Peut-être qu'ils m'énervent, tous ces étonnés, à cause des villages en marche sur les routes de mon pays, fuyant ces mêmes SS ou leurs semblables, leurs frères. Ainsi, à cette question, vous vous rendez compte? J'ai une réponse toute faite, comme dirait le gars de ce mur. Mais oui, je me rends compte. Je ne fais que ça. Je me rends compte. Et j'essaie d'en rendre compte. Tel est mon propos. On était sortis de la grande salle où il avait fallu se déshabiller. Il faisait une chaleur d'étuve. On avait la gorge sèche, on trébuchait de fatigue. On avait couru dans un couloir et nos pieds nus claquaient sur le ciment. Après, il y avait une nouvelle salle plus petite où les types allaient s'entassant au fur et à mesure de leur arrivée. Au bout de la salle, il y avait une rangée de 10 ou 12 types en blouse blanche avec des tondeuses électriques dont les longs fils pendaient du plafond. Ils étaient assis sur des tabourets, ils avaient l'air de s'ennuyer prodigieusement et ils nous tondaient partout où il y a des poils. Les types attendaient leur tour, serrés les uns contre les autres, ne sachant que faire de leurs mains nues sur leurs corps nus. Les tondeurs travaillaient vite. On voyait bien qu'ils en avaient une sacrée habitude. Ils tondaient leurs types partout en un tour de main, et au suivant de ces messieurs. Poussé, tiraillé d'un côté et de l'autre par les remous de la foule, je me suis finalement trouvé sur la première rangée, juste devant les tondeurs. L'épaule et la hanche gauche me faisaient mal des coups de crosse de tout à l'heure. À côté de moi, il y avait 2 petits vieux assez difformes. Ils avaient justement ce regard exorbité par l'étonnement. Ils regardaient ce cirque avec des yeux exorbités par l'étonnement. Alors, leur tour est arrivé, et ils ont commencé à pousser les petits cris quand la tondeuse s'est mise à attaquer leur partie sensible. Ils se sont regardés. Et ce n'était plus seulement de l'étonnement, c'était une sainte indignation. Vous vous rendez compte, monsieur le ministre? Mais vous vous rendez compte? A dit l'un d'eux. C'est incroyable, monsieur le sénateur. Positivement incroyable, lui a répondu l'autre. Il a dit positivement comme cela, en détachant chaque syllabe. Ils avaient l'accent belge, ils étaient grotesques, ils étaient misérables. J'aurais aimé entendre les réflexions du gars de ce mur, mais le gars de ce mur était mort. Il était resté dans le wagon. Je n'entendrai plus les réflexions du gars de ce mur. Nous avancions sur l'axe de la route, les Espagnols, avec un groupe de Panzerfaust et un groupe d'armes automatiques. Les Français à gauche et les Russes à droite. Les SS avaient une chenillette et ils étaient en train de s'enfoncer en plein bois par un chemin forestier. Nous avons entendu sur la droite des cris de commandement et puis 3 fois de suite un long hurrah. Les Russes chargeaient les SS à la grenade et à l'arme blanche. Nous autres, Français et Espagnols, nous avons fait mouvement pour tourner les SS et les déborder. Il s'en est suivi cette chose confuse qu'est un combat. La chenillette flambait, et tout à coup il s'est fait un grand silence. C'était fini. Cette chose confuse qu'on appelle un combat était terminée. Nous étions en train de nous regrouper sur la route, quand j'ai vu arriver 2 jeunes Français, avec un SS blessé. Je les connaissais un peu, c'était des FTP de mon bloc. Gérard, écoute Gérard, m'ont-ils crié en approchant. On m'appelait Gérard en ce temps-là. Le SS était blessé à l'épaule ou au bras. Il tenait son bras blessé, et il avait un regard terrifié. « On a ce prisonnier, Gérard, qu'est-ce qu'on en fait ?» dit l'un des jeunes. Je regarde le SS, je le connais. C'est un bloc-führer qui n'arrêtait pas de gueuler, de brimer les types sous sa férule. Je regarde les 2 jeunes, et j'allais leur dire « Fusillez-le sur place, et regrouperez-vous, nous continuons. » Mais les paroles me restent dans la gorge. Car je viens de comprendre qu'ils ne feront jamais ça. Je viens de lire dans leurs yeux qu'ils ne feront jamais ça. Ils ont 20 ans, ils sont embêtés à cause de ce prisonnier, mais ils ne vont pas le fusiller. Je sais bien que c'est une erreur, historiquement. Je sais bien que le dialogue devient possible avec un SS quand le SS est mort. Je sais bien que le problème, c'est de changer les structures historiques qui permettent l'apparition du SS. Mais une fois qu'il est là, il faut exterminer les SS chaque fois que l'occasion s'en présentera au cours de combat. Je sais bien que ces 2 jeunes vont faire une sottise,
Mais je ne vais rien faire pour l'éviter. Qu'est-ce que vous en pensez, je leur demande. Ils se regardent, ils hochent la tête. Il est blessé, ce salaud, dit l'un d'eux. C'est ça, dit l'autre, il est blessé. Il faut d'abord le soigner. Alors, je leur demande. Ils se regardent. Ils savent aussi qu'ils vont faire une sottise, mais ils vont la faire, cette sottise. Ils se souviennent de leurs camarades fusillés, torturés. Ils se rappellent les affiches de la commandanture, les exécutions d'otages. C'est peut-être dans leur région que les SS ont coupé à coups de hache les mains d'un enfant de 3 ans pour obliger sa mère à parler, pour l'obliger à dénoncer un groupe de maquisards. La mère a vu trancher les 2 mains de son enfant et elle n'a pas parlé. Elle est devenue folle. Ils savent bien qu'ils vont faire une sottise. Mais ils n'ont pas fait cette guerre volontairement à 17 ans pour exécuter un prisonnier blessé. Ils ont fait cette guerre contre le fascisme pour qu'on n'exécute plus les prisonniers blessés. Ils savent qu'ils vont faire une sottise, mais ils vont la faire consciemment. Et je vais les laisser faire cette sottise. Ils s'en vont. Je le regarde partir, et je sais bien que nous avons fait une sottise. Mais je suis content que ces 2 jeunes FTP aient fait cette sottise. Je suis content qu'ils sortent de cette guerre capables de faire une sottise comme celle-là. Ils seraient morts debout, fusillés, en chantant, si les SS les avaient fait prisonniers, si c'était l'inverse qui soit arrivé. Je sais bien que j'avais raison, qu'il fallait exécuter ce SS, mais je ne regrette pas d'en avoir rien dit. Je suis content que ces 2 jeunes FTP sortent de cette guerre avec ce cœur faible et pur, et qui ont choisi volontairement la possibilité de mourir, et qui ont si souvent affronté la mort à 17 ans, dans une guerre où il n'y avait pas de quartier pour eux. Ensuite, nous regardons les arbres et la route, et nous ne chantons plus. Ils ne chantent plus, c'est-à-dire, la nuit tombe quand nous arrivons à Eisenach. Peut-être est-ce par orgueil que je n'ai jamais raconté à personne l'histoire des enfants juifs venus de Pologne dans le froid de l'hiver le plus froid de cette guerre-là, venus mourir dans la large avenue qui conduisait à l'entrée du camp sous le morne regard des aigles hitlériennes. Par orgueil. Peut-être. Comme si cette histoire ne concernait pas tout le monde. Et surtout ces enfants qui ont 16 ans aujourd'hui. Comme si j'avais le droit, la possibilité même, de la garder pour moi plus longtemps. C'est vrai que j'avais décidé d'oublier. À Eisenach aussi, j'avais décidé de ne jamais être un ancien combattant. C'est bon. J'avais oublié, j'avais tout oublié. Je peux me souvenir de tout désormais. Je peux raconter l'histoire des enfants juifs de Pologne, pas comme une histoire qui me soit arrivée à moi particulièrement, mais qui est arrivée avant tout à ces enfants juifs de Pologne. C'est-à-dire maintenant, après ces longues années d'oubli volontaire, non seulement je peux raconter cette histoire, mais il faut que je la raconte. Il faut que je parle au nom des choses qui sont arrivées, pas en mon nom personnel. L'histoire des enfants juifs au nom des enfants juifs. L'histoire de leur mort dans la grande avenue qui conduisait à l'entrée du camp, sous le regard de Pierre des aigles nazis, parmi les rires des SS, au nom de cette mort elle-même. Les enfants juifs ne sont pas arrivés en pleine nuit comme nous. Ils sont arrivés dans la lumière grise de l'après-midi. C'était le dernier hiver de cette guerre-là, l'hiver le plus froid de cette guerre dont l'issue s'est décidée dans le froid et dans la neige. Les Allemands étaient bousculés par une grande offensive soviétique qui déferlait à travers la Pologne et ils évacuaient, quand ils en avaient le temps, les déportés qu'ils avaient rassemblés dans les camps de Pologne. Chez nous, près de Weimar, dans la forêt des hêtres au-dessus de Weimar, nous avons vu arriver au fil des jours et des semaines ces convois d'évacués. Les arbres étaient couverts de neige, les routes étaient couvertes de neige, et dans le camp de quarantaine, on enfonçait dans la neige jusqu'aux genoux. Les Juifs de Pologne étaient entassés dans des wagons de marchandises, près de 200 par wagon, et ils avaient voyagé pendant des jours et des jours sans manger, sans boire, dans le froid de cet hiver qui a été le plus froid de cette guerre-là. À la gare du camp, quand on ouvrait les portes coulissantes des wagons, rien ne bougeait, la plupart des Juifs étaient morts debout, morts de froid, morts de faim. Et il fallait décharger les wagons, comme s'ils avaient transporté du bois, par exemple. Et les cadavres tombaient tout raides sur le quai de la gare, on les y entassait pour les conduire ensuite par camion entier directement au crématoire. Pourtant, il y avait des survivants, il y avait des Juifs encore vivants, moribonds, au milieu de cet entassement de cadavres gelés dans les wagons. Un jour, dans un de ces wagons-là où il y avait des survivants, quand on a écarté l'entassement de cadavres gelés, collés souvent les uns aux autres par leurs vêtements gelés et raides, on a découvert tout un groupe d'enfants juifs.
Tout à coup, sur le quai de la gare, sur la neige, parmi les arbres couverts de neige, il y a eu un groupe d'enfants juifs. Une quinzaine environ, regardant autour d'eux d'un air étonné, regardant les cadavres entassés comme des troncs d'arbres déjà écorcés, sont entassés sur le bord des routes, attendant d'être transportés ailleurs, regardant les arbres et la neige sur les arbres, regardant comme des enfants regardent. Et les SS, d'abord, ont eu l'air embêtés, comme s'ils ne savaient que faire de ces enfants de 8 à 12 ans à peu près, bien que certains, par leur extrême maigreur, par l'expression de leur regard, eussent l'air de vieillards. Mais les SS, aurait-on dit tout d'abord, ne savaient que faire de ces enfants, et ils les ont rassemblés dans un coin, peut-être pour avoir le temps de demander des instructions, pendant qu'ils escortaient sur la grande avenue les quelques dizaines d'adultes survivants de ce convoi-là. Et une partie de ces survivants aura encore le temps de mourir avant d'arriver à la porte d'entrée du camp, main décharnée griffant la neige dans une ultime tentative, aurait-on dit, pour ramper encore de quelques centimètres vers cette porte là-bas, comme si cette porte était au bout de la neige et de l'hiver et de la mort. Mais finalement, il n'y a plus eu sur le quai de la gare que cette quinzaine d'enfants juifs. Les SS sont revenus en force alors. Ils avaient dû recevoir des instructions précises. Ou bien leur avait-on donné carte blanche. Peut-être leur avait-on permis d'improviser la façon dont ces enfants allaient être massacrés. En tout cas, ils sont revenus en force avec des chiens. Et ils riaient bruyamment, ils criaient des plaisanteries qui les faisaient s'esclaffer. Ils se sont déployés en arc de cercle. Et ils ont poussé devant eux, sur la grande avenue, cette quinzaine d'enfants juifs. Je me souviens, les gosses regardaient autour d'eux. Ils regardaient les SS. Ils ont dû croire au début qu'on les escortait simplement vers le camp, comme ils avaient vu le faire pour leurs aînés tout à l'heure. Mais les SS ont lâché les chiens. Ils se sont bien tapés à coups de matraque sur les enfants pour les faire courir, pour faire démarrer cette chasse à courre sur la grande avenue, cette chasse qu'ils avaient inventée, ou qu'on leur avait ordonné d'organiser. Et les enfants juifs, sous les coups de matraque, ou spillés par les chiens sautant autour d'eux, les mordant aux jambes sans aboyer ni grogner, c'étaient des chiens dressés, les enfants juifs se sont mis à courir sur la grande avenue vers la porte du camp. Peut-être à ce moment-là n'ont-ils pas encore compris ce qui les attendait, peut-être ont-ils pensé que ce n'était qu'une dernière brimade avant de les laisser entrer au camp, et les enfants couraient avec leurs grandes casquettes à longue visière enfoncées jusqu'aux oreilles et leurs jambes bougeaient de façon maladroite, à la fois saccadée et lente, comme au cinéma quand on projette de vieux films muets, comme dans les cauchemars où l'on court de toutes ses forces sans arriver à avancer d'un pas, et cette chose qui vous suit va vous rattraper, elle vous rattrape, et vous vous réveillez avec des sueurs froides, et cette chose... Cette meute de chiens et de SS qui couraient derrière les enfants juifs eut bientôt englouti les plus faibles d'entre eux, ceux qui n'avaient que 8 ans peut-être, ceux qui n'avaient bientôt plus la force de bouger, qui étaient renversés, piétinés, matraqués par terre, et qui restaient étendus au long de l'avenue, jalonnant de leur corps maigre disloqué la progression de cette chasse à courre, de cette meute qui déferlait sur eux. Et il n'en resta bientôt plus que 2, un grand et un petit, ayant perdu leur casquette dans leur course éperdue, et leurs yeux brillaient comme des éclats de glace dans leur visage gris, et le plus petit commençait à perdre du terrain. Les SS hurlaient derrière eux, et les chiens aussi ont commencé à hurler, l'odeur du sang les affolait, et alors le plus grand des enfants a ralenti sa course pour prendre la main du plus petit, qui trébuchait déjà. Et ils ont fait encore quelques mètres ensemble, la main droite de l'aîné serrant la main gauche du plus petit, droit devant eux, jusqu'au moment où les coups de matraque les ont abattus ensemble, face contre terre, leurs mains serrées à tout jamais. Les SS ont rassemblé les chiens qui grondaient. Ils ont refait le chemin en sens inverse, tirant une balle à bout portant dans la tête de chacun des enfants tombés sur la grande avenue, sous le regard vide des aigles hitlériennes. Mais aujourd'hui, l'avenue est déserte, sous le soleil d'avril. Une jeep américaine tourne là-bas, au carrefour des casernes. Totenkopf. Je pousse la barrière qui entoure le jardinet sur le devant de la maison. Elle est ouverte, je rentre. Au bout d'une allée, je monte 3 marches, je frappe à la porte de la maison. Personne ne vient d'abord. Alors je tape sur la porte à grands coups de poing, je tape sur le bas de la porte à grands coups de botte. Au bout d'un instant, j'entends une voix de femme derrière la porte. Aufmachen, je crie. Los aufmachen. Je réalise que je suis en train de gueuler comme un SS.
L'os, c'était le mot-clé du langage SS. J'ai envie de tout laisser tomber et de courir derrière les copains pour les rattraper. Mais c'est trop tard, la porte s'est entr'ouverte. Il y a une femme âgée, aux cheveux presque gris, qui se tient dans l'entrebâillement de la porte et qui m'observe d'un air préoccupé. On ne dirait pas qu'elle a peur, simplement un air préoccupé, interrogateur. « Ich bin allein » dit-elle, « je suis toute seule. »« Ich auch » moi aussi je suis tout seul. Elle regarde ma tenue et demande ce que je veux. « Ich möchte das Haus besuchen » Je lui dis que je voudrais visiter sa maison, qu'elle n'a rien à craindre de moi, simplement visiter sa maison. Elle n'a pas l'air d'avoir peur. Elle se demande simplement pourquoi je veux visiter sa maison, mais finalement elle ouvre la porte et me laisse entrer. Je traverse lentement les pièces du rez-de-chaussée, avec la femme sur mes talons. Elle ne dit plus rien, je ne dis plus rien. Je regarde les pièces banales d'une quelconque maison de campagne. Ce n'est pas exactement une maison de paysans, c'est une maison de gens qui habitent la campagne. Je me demande ce que font les habitants de cette maison, dans la vie. En vérité, les pièces du rez-de-chaussée ne m'intéressent pas, car c'est du premier étage qu'on doit avoir une belle vue sur le camp, sûrement une vue imprenable. Je passe rapidement d'une pièce à l'autre, la femme aux cheveux gris sur mes talons. Je cherche l'escalier qui doit mener au premier étage. Je trouve cet escalier et je monte au premier étage. La femme s'est arrêtée un instant, au bas des marches, et elle me regarde monter. Elle doit se demander ce que je veux, c'est sûr. Elle ne comprendrait d'ailleurs pas si je lui expliquais que je veux simplement voir. Regardez, je ne cherche rien d'autre. Regarder du dehors cet enclos où nous tournions en rond, des années durant. Rien d'autre. Si je lui disais que c'est cela que je veux, simplement cela, elle ne comprendrait pas. Comment pourrait-elle comprendre? Il faut avoir été dedans pour comprendre ce besoin physique de regarder du dehors. Elle ne peut pas comprendre. Personne du dehors ne peut comprendre. Je me demande vaguement, en montant l'escalier vers le premier étage de la maison, si cela ne veut pas dire que je suis un peu dérangé, ce besoin de regarder du dehors là-dedans où nous avons tourné en rond. Peut-être ai-je un peu perdu les pédales, comme on dit. Cette possibilité n'est pas exclue. Peut-être est-ce pour cela que Diego a eu son sourire en coin. Laissons-le assouvir cette petite manie, a-t-il peut-être voulu dire, avec son sourire en coin. Cela ne me préoccupe pas pour l'instant. J'ai envie de regarder du dehors, ce n'est pas bien grave. Cela ne peut faire du mal à personne. C'est-à-dire, cela ne peut faire de mal qu'à moi-même. J'arrive en haut des marches et j'hésite devant les 3 portes qui donnent sur le palier. Mais la femme aux cheveux gris m'a rattrapé et elle s'avance. Elle pousse l'une des portes. « Das ist die Wohnstube » dit-elle. Je lui ai dit que je voulais visiter sa maison, alors elle me fait visiter sa maison. Elle pousse une porte et me dit que voici la salle de séjour. Elle est bien serviable, la femme aux cheveux gris. Je pénètre dans la salle de séjour et c'est bien ça, c'est bien ce que j'attendais. Mais non, si je suis sincère, je dois dire que tout en m'attendant à ceci, j'espérais que ce serait autrement. C'était un espoir insensé, bien entendu, car à moins d'effacer le camp, à moins de le rayer du paysage, ça ne pouvait être autrement. Je m'approche des fenêtres de la salle de séjour et je vois le camp. Je vois, dans l'encadrement même de l'une de fenêtres, la cheminée carrée du crématoire. Alors je regarde. Je voulais voir, je vois. Je voudrais être mort, mais je vois. Je suis vivant et je vois. La femme aux cheveux gris derrière moi parle. Eine gemütliche Stube, nicht wahr? Je me retourne vers elle, mais je n'arrive pas à la voir. Je n'arrive pas à fixer son image, ni à fixer l'image de cette pièce. Comment peut-on traduire gemütlich? J'essaye de me raccrocher à ce tout petit problème réel, mais je n'y arrive pas. Je glisse sur ce tout petit problème réel. Je glisse dans le cauchemar cotonneux et coupant où se dresse, juste dans l'encadrement d'une des fenêtres, la cheminée du crématoire. Si Hans était ici, à ma place, quelle serait la réaction de Hans? Il ne se laisserait sûrement pas sombrer dans ce cauchemar. Le soir, je demande, vous vous teniez dans cette pièce? Elle me regarde. Oui, dit-elle, on se tient dans cette pièce. Vous habitez ici depuis longtemps, je demande. Oh oui, dit-elle, depuis très longtemps. Le soir, je lui demande, mais en vérité, ce n'est pas une question, car il ne peut y avoir de doute là-dessus. Le soir, quand les flammes dépassaient de la cheminée du crématoire, vous voyez les flammes du crématoire? Elle sursaute brusquement et porte une main à sa gorge. Elle fait un pas en arrière et maintenant elle a peur. Elle n'avait pas eu peur jusqu'à présent, mais à présent elle a peur. Mes 2 fils, dit-elle, mes 2 fils sont morts à la guerre. Elle me jette en pâture les cadavres de ses 2 fils. Elle se protège derrière les corps inanimés de ses 2 fils morts à la guerre. Elle essaye de me faire croire que toutes les souffrances se valent, que toutes les morts pèsent du même poids. Au poids de tous mes copains morts, au poids de leurs cendres, elle oppose le poids de sa propre souffrance.
Mais toutes les morts ne pèsent pas le même poids, bien entendu. Aucun cadavre de l'armée allemande ne pèsera jamais ce poids de fumée d'un de mes copains morts. J'espère bien qu'ils sont morts. Elle recule encore d'un pas et se trouve adossée au mur. Je vais partir. Je vais quitter cette pièce. Comment traduit-on gemütlich? Je vais retrouver la lumière du printemps. Je vais retrouver les copains. Je vais rentrer dans mon enclos. Je vais essayer de parler avec Walter. Ce soir. Ça fait 12 ans qu'il est enfermé. Ça fait 12 ans qu'il mâche tout doucement le pain noir des camps avec sa mâchoire fracassée par la Gestapo. Ça fait 12 ans qu'il partage le pain noir des camps avec ses copains. Ça fait 12 ans qu'il a ce sourire invincible. Je me souviens de Walter. Ce jour, nous écoutions à la radio les nouvelles de la grande offensive soviétique, la dernière offensive, celle qui allait déferler jusqu'au cœur même de l'Allemagne. Je me souviens que Walter pleurait de joie, car cette défaite de son pays pouvait être la victoire de son pays. Il pleurait de joie car il savait que maintenant il pouvait mourir, c'est-à-dire, maintenant il avait non seulement des raisons de vivre, mais aussi d'avoir vécu. Vous écrivez dans votre livre que n'importe qui ne peut pas rester digne ou correct devant la torture. Est-ce que cela signifie pour vous qu'il y ait des différences de valeur entre les hommes, ceux qui peuvent supporter et ceux qui ne peuvent pas supporter, qui donc peuvent trahir évidemment à ce moment-là? Enfin, peut-on appeler ça trahir d'ailleurs? Non, je ne crois pas du tout. Je ne pense pas du tout qu'on puisse faire une différence entre les hommes à cause de ça, justement. Le problème consiste, à mon avis, précisément à supprimer radicalement, à éviter toute possibilité de choix entre les hommes en fonction de leur attitude devant la torture. Je ne pense pas qu'un homme soit moins digne d'être un homme parce qu'il n'a pas supporté la torture. Je pense que justement ce qu'il faut éviter, c'est l'obligation, si on veut, pratique, d'avoir à choisir entre ceux qui ont tenu et ceux qui n'ont pas tenu devant la torture. C'est ça qui est, à mon avis, la chose importante. Je connais des personnes qui ont résisté à la torture et qui étaient physiquement très fragiles et très faibles, qui avaient par contre une force morale, une conception tellement claire de leur rôle et de la situation dans laquelle ils se trouvaient que ça leur a aidé à supporter la torture. Mais j'en reviens au problème, ça ne m'intéresse pas comme critère, c'est-à-dire qu'il faut éliminer absolument, il faut essayer d'éliminer absolument ce critère-là pour juger les hommes. C'est en ça que la torture est absolument aberrante et monstrueuse. Est-ce que vous considérez le fascisme comme un phénomène récent, d'origine récente? Je pense que si on veut employer les termes avec une certaine rigueur et ne pas confondre tous les régimes de violence et tous les régimes, disons, arbitraires ou despotiques ou cruels qui ont eu lieu au cours de l'histoire de l'humanité, ce qui serait très dangereux à mon avis de tout mélanger, de tout confondre, le fascisme en effet est un phénomène très particulier, moderne, qui reflète une série de contradictions sociales et de problèmes sociaux d'une époque récente et dont les racines n'ayant pas encore disparu, des manifestations peuvent encore et surgissent encore ici ou là à cause justement de la permanence des structures qui l'ont permis de naître. Est-ce que vous voyez l'origine de ce phénomène? Je pense que dans tous les pays, il y a une certaine forme nationale du fascisme en tant que phénomène général. Mais je pense que si l'on veut le dire d'une façon peut-être un peu simpliste, un peu schématique, un peu grossière, c'est la crise d'une certaine forme de société après la Première Guerre mondiale, à partir de 1920, qui a poussé dans les bras d'une idéologie, d'une politique d'essence nationaliste et d'essence chauvine, toute une partie des masses, même des masses ouvrières et petites bourgeoises, affolées par cette crise, ne voyant aucune perspective de solution. Puis-je vous demander, après la libération, comment vous avez vécu? Comme tout le monde, je crois, en travaillant. En faisant quoi? J'ai fait un peu de journalisme, et ensuite j'ai travaillé très longtemps, trop longtemps, comme traducteur-interprète à l'UNESCO. Je ne dis pas trop longtemps parce que je ne veux pas m'attaquer du tout à l'institution très honorable qu'est l'UNESCO, mais trop longtemps parce que c'est évident que le travail bureaucratique de traduction et d'interprétation n'est pas vraiment un objectif suffisant dans la vie de quelqu'un. Et après ma foi, j'ai quitté l'UNESCO pour redevenir un homme libre, disons, et recommencer à écrire. Et pendant cette époque-là, qu'est-ce que vous avez pu penser de l'humanité en général? Est-ce que une certaine déception, ou bien toujours une volonté d'agir? Enfin, je ne sais pas. Vous avez une déception, bien sûr, quand on compare aux rêves qu'on a pu avoir au camp, puisque nous parlons de ça. L'image qu'on se faisait d'un certain avenir, oui, on peut parler de déception, mais c'est un sentiment qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que
Le plus important, c'est de savoir si on a eu raison de faire un certain nombre de choses et de savoir si on doit continuer à les faire. Dans la mesure où on est d'accord avec son passé et qu'on considère qu'il faut continuer, il n'y aura pas de déception à avoir. De toute façon, les choses qu'on fait, on ne les fait pas pour qu'elles aient un succès immédiat, on les fait parce qu'elles sont nécessaires. Évidemment, c'est plus compliqué de faire les choses dans une société qui vit normalement qu'au moment d'urgence. Quand il y a l'invasion, l'occupation, le fascisme, les choix sont plus faciles, l'option est évidente. On prend les armes et on se bat. Dans une société où les problèmes ne posent pas du tout comme cela, les choix sont plus difficiles. Il faut faire un travail d'un genre, disons, plus éloigné de la pratique. Il faut essayer de faire un certain travail d'éclaircissement des choses, un certain travail intellectuel. Peut-être que même la littérature y contribue un peu. Peut-être une illusion. Et le cinéma aussi. Et le cinéma aussi. Le scénario que j'ai écrit pour Alain Resnais, le scénario de La guerre est finie, c'est en quelque sorte la suite du Grand Voyage. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer que c'est le même personnage du narrateur du Grand Voyage, ou un personnage qui lui ressemble comme un frère, où certains traits se retrouvent 20 ans plus tard, ayant fait un certain nombre de choix et se trouvant en face des conséquences et des problèmes que ces choix ont soulevés, essayant d'agir et de transformer cette Espagne à laquelle, au cours de ce voyage vers un camp allemand, il n'a pas cessé d'une certaine façon de penser, dans la mesure où il revendiquait continuellement son titre de rouge espagnol, essayant de transformer cette Espagne à laquelle il a rêvé. C'est un peu l'histoire du même personnage, même si évidemment 20 ans au passé et que ce personnage a vieilli. Peut-on dire que de votre film La guerre est finie, il se dégage une impression optimiste ou bien un certain découragement? Je ne comprends pas très bien la discussion autour de ce film. Je dis ça parce qu'il y a une certaine discussion sur des termes comme optimisme et pessimisme. C'est une discussion autour de la lucidité, du réalisme, autour de la nécessité d'agir et en même temps de voir quels sont les vrais problèmes d'une action, les vrais problèmes d'une entreprise. Je crois qu'il est beaucoup plus dangereux pour une entreprise de transformation de la réalité de ne pas voir comment est cette réalité que de la voir clairement, même si cette vision claire vous montre que la réalité est plus difficile à transformer qu'on se l'était imaginé au départ. Ne croyez-vous pas qu'il est difficile d'être lucide dans un monde tel que le nôtre, où tout paraît être fait pour éclairer certaines choses plutôt que d'autres, et ainsi un petit peu tromper le sens de la lucidité? La possibilité d'être lucide existe. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes lucides. Peut-être que c'est l'occasion de s'exprimer qui leur manque, je ne sais pas. Mais moi, je connais beaucoup de gens lucides. Qu'appelez-vous être lucide? Est-ce uniquement le fait de voir clair ou le fait de pouvoir choisir, c'est-à-dire à ce moment-là, d'agir suivant ce choix? Lucide d'abord parce qu'on voit clair, en effet. Mais ce n'est qu'un premier pas, parce qu'on peut très bien voir clair et ne rien faire en fonction de cette vision claire qu'on a des choses. À mon avis, ce serait une forme de lucidité, disons, secondaire et pas tellement intéressante. La lucidité, disons, passive. La lucidité du spectateur qui assiste aux événements du monde. Lucidité, pour moi, c'est aussi activité, c'est-à-dire en fonction d'un choix qui a été fait, et entreprendre une activité, même si, et c'est là où la lucidité peut parfois être une lucidité à longue échéance, même si les possibilités de succès de l'action qu'on entreprend ne sont pas immédiates, elles sont même contestables dans une perspective plus ou moins longue. Je pense qu'il faut agir de toute façon. Vous avez dit à un moment donné que vous connaissiez beaucoup de personnes lucides. Croyez-vous que parmi toutes ces personnes qui sont quand même lucides, il y en a beaucoup qui agissent suivant cette lucidité, suivant ce que vous venez de dire? Là, évidemment, vous touchez un problème qui est un problème assez grave. Je pense qu'en effet, parmi les gens actifs, les gens qui sont engagés, et cela s'explique très bien par tous les mécanismes psychologiques et même sociologiques de l'action, et les exigences même de l'action, il y a un pourcentage, disons, d'absence de lucidité assez grand, et que parmi les gens parfaitement lucides, il y a peut-être un pourcentage de passivité aussi considérable. L'idéal serait d'allier, d'unir dans une espèce de synthèse, la lucidité et l'activité, n'est-ce pas? Au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin, qui présentait aujourd'hui Jorge Samprun. Des extraits du livre Le Grand Voyage de Jorge Samprun ont été interprétés par Michel Bouquet et l'auteur. Chef opérateur du son Roger Jeanbrun,
Collaboration technique Jean-Marcel Laurence, assistante Ève Augustin Enrault.